Merci, bonjour. Donc, je suis Étienne Bérard, je suis un des 6 petits-enfants de Victor Bérard. Et donc, je suis un des 2 fils de Jean Bérard. Quand j'ai appris l'existence de ce colloque, j'ai été enthousiasmé parce qu'effectivement, je ne sais pas énormément de choses sur mon grand-père qui est mort en 1931 et moi je suis né 20 ans après. Mon père s'est tué dans un accident de voiture quand j'avais 6 ans et donc même si ma mère savait beaucoup de choses, la tradition orale s'est un peu interrompue. Et donc, je n'ai pas tous les renseignements sur Victor Bérard. Ne comptez pas sur moi pour vous dire tout sur le sujet. Mais je vais vous dire ce qu'en sait la famille et je vais essayer de vous raconter ça. Donc, je suis venu avec grand plaisir à ce colloque et donc j'avais pris contact avec Sophie Bache qui m'a gentiment dit que je pouvais venir. Et puis, je lui avais dit, si vous voulez, je peux présenter quelques photos de famille. Et elle m'a dit, mais si vous voulez présenter plus, sachant que j'avais fait une petite présentation pour le lycée Victor Bérard de Moret, qu'il avait créé, dont je vais vous reparler. Et donc pour le centenaire, pas pour le centenaire, mais pour le 80e anniversaire du lycée de Moret, j'avais fait une petite présentation, donc j'ai essayé de l'adapter, de l'améliorer. Ceci dit, au fur et à mesure que le temps passait, je me suis dit, mais tu t'es mis dans une situation épouvantable. J'étais très reconnaissant à Sophie Bach initialement, puis dans un deuxième temps, je suis devenu de moins en moins content d'être là, en me disant, mais qu'est-ce que tu fous là, toi qui n'as aucune formation d'historien, aucune formation de littéraire, tu vas parler devant des spécialistes d'histoire du 19e et du 20e siècle, devant des spécialistes d'histoire ancienne, tu vas sûrement raconter une quantité de bêtises absolument effarantes. Donc je vous demande par avance de m'excuser pour les erreurs, pour les imprécisions ou pour les défauts d'interprétation, mais je pense que les autres exposés de la journée vont les corriger. Et puis, surtout, je vous demande de m'excuser à l'avance dans la mesure où ce que je vais vous présenter, c'est une vision familiale qui, par définition, sera partielle et qui ne reflètera pas complètement la réalité, mais je pense que les autres orateurs corrigeront ma vision des choses. Donc, Victor Bérard est né à Moret du Jura, et si on devait le définir, on pourrait dire que c'était un Moraisien, un Jurassien, même si sa famille n'était pas tout à fait originaire du Haut-Jura, c'est là qu'il trouvait ses racines. C'est un historien-géographe, comme on l'a dit, et profondément un républicain, c'est ce qui le caractérise. Aux gens qui s'interrogeaient sur le fait qu'ils puissent mener 2 vies à la fois, une vie politique et une vie littéraire, il répondait que les hommes politiques sont des gens qui se lèvent tard, que lui se levait à 4 heures du matin, que jusqu'à midi il faisait 8 heures d'archéologie et qu'ensuite il avait l'après-midi pour faire de la politique. Et donc il a toujours voulu mener de front ces deux carrières et effectivement dans sa maison il y avait 2 bureaux, un bureau politique, un bureau d'archéologue. Il se tenait à la porte entre les deux et dictait alternativement à l'un ou l'autre secrétaire ses notes. Donc Victor Bérard est le premier enfant de Jean-Baptiste Bérard et Émilie Chavin, qui s'étaient mariés en 1863 et donc ils sont nés tous les 3 à Moret du Jura. Jean-Baptiste Bérard était né à Haute-Cour dans l'Ain. Comme l'enfant était intelligent, il avait été recruté par le pharmacien de son village pour préparer ses pommades et touiller ses emplâtres. Et à l'époque, on pouvait devenir pharmacien à condition d'avoir fait 8 ans de préparateur de pharmacie et d'aller passer 3 examens successifs à la faculté de Lyon. Et donc vous avez là les 3 certificats de pro-pharmacien, parce qu'on ne devenait pas pharmacien, on devenait pharmacien de seconde classe ou pro-pharmacien. Et on n'avait pas le droit à toutes les prescriptions, d'exécuter toutes les prescriptions. Mais de la même façon que M. Bovary était officier de santé pour pallier le manque de médecins dans les campagnes, il y avait ces pro-pharmaciens ou pharmaciens de 2e classe. Et donc Jean-Baptiste Bérard va être pharmacien de 2e classe et il va prendre une officine à Moret du Jura, qui est vraiment le bout du monde, et ça explique bien qu'un vrai pharmacien n'ait pas voulu se mettre là. Jean-Baptiste Bérard épouse Émilie Chavin, et en fait il y avait des gènes de voyageurs dans la famille. Eugène Bérard, donc le père de Jean-Baptiste, à l'âge de 10 ans, s'engage dans les armées napoléoniennes comme tambour avec un de ses cousins et suit les armées napoléoniennes.
En 1912, dans Moscou en flammes, il est abandonné par ses camarades, les 2 pieds gelés, qui lui disent « on t'aime beaucoup, mais tu comprends, il faut qu'on s'en aille, avec tes pieds gelés, tu vas nous retarder ». Et donc, on ne sait pas comment, et ça aurait été curieux de le savoir, il a mis 18 ans à revenir, mais il est revenu chez lui, et avec les 2 pieds gelés. Et donc, il n'a hélas pas laissé de mémoire, et on sait peu de choses sur cet épisode. Ce qui est certain, c'est que son retour a été un peu le retour de Martin Guerre. On a dit, mais est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'il n'y a pas une usurpation d'identité? Comme il n'y avait pas de fortune à la clé, on a accepté que ce soit lui le porteur du nom. Émilie Chavin était la 3e fille d'un fabricant d'horloges, puisque le Haut-Jura était une région d'horlogerie et de lunetterie, et qui assemblait des horloges, avec dans la famille des fabricants de cadrans, des émailleurs pour des cadrans, des mécaniciens, etc. Et un peu lassé par les coûts et les prix que prenaient les intermédiaires qui commercialisaient ces horloges, il a décidé d'aller vendre lui-même ses horloges. Et donc il s'est retrouvé sur le marché de Nijni Novgorod avec une cargaison d'horloges. Mal lui en a pris parce qu'il a attrapé une mauvaise infection pulmonaire dont il est mort quelques semaines après son retour de Moscou. Mais vous voyez qu'il y avait des gènes de voyageurs dans la famille. Alors Moret du Jura au XIXe siècle, vous voyez que Moret du Jura, c'est tout près de la frontière suisse, là, c'est tout à fait le fin fond de la France. C'est une vallée plantée dans un plateau calcaire, sombre. D'ailleurs, l'ancien nom de Moret était la Combe Noire, ça dit tout. C'est un endroit où on fait de l'horlogerie et de la lunetterie, il y a environ 5000 habitants. Il y a moins de soleil qu'à Paris, plus de pluie, 80 à 120 jours de neige par an. La température annuelle mensuelle, c'est moins 5 au mois de janvier en moyenne et plus 15 au mois de juillet. Donc vous voyez que ce n'est pas extrêmement agréable. Et surtout, c'est un cul-de-sac adossé à la frontière suisse où, entre guillemets, personne ne passe puisque derrière, il y a les Rousses et on peut redescendre sur Lausanne. Mais vous voyez que c'est un peu le bout du monde. Et d'ailleurs, le chemin de fer n'arrivera qu'en 1900. Parce que pour arriver à Moret, il faut construire 6 viaducs et 3 tunnels. Et donc l'arrivée de la route, là aussi, est un événement. Donc c'est un endroit qui est resté un isolat de la fin du XIXe siècle pendant longtemps. Victor Bérard habite donc au-dessus de la petite pharmacie de son père. Sa mère, toute la journée, tient bien le ménage familial et regarde par la fenêtre qui passe dans la rue parce que c'est quand même une des principales occupations. Victor Bérard sert ses clients en discutant et, seule petite distraction, s'offre le soir une tournée au cercle pour aller lire le journal du XIXe siècle, pour apprendre les nouvelles et discuter les informations. Donc Victor Bérard va à l'école primaire de Moret et il va être extrêmement marqué par l'occupation prussienne de 1871. Sans entrer dans tous les détails, je ne voudrais pas vous rappeler la guerre de 1870, mais simplement quelques détails. La déclaration de guerre a lieu le 18 juillet et 2 armées allemandes se présentent. L'une descend par l'Alsace et l'autre par le nord de la France. Et dès le 2 septembre, c'est le désastre de Sedan avec Napoléon III qui est fait prisonnier. Très rapidement, ces armées vont se diriger vers Paris et poser le siège de Paris dès le 6 octobre. Et dans les mois suivants, d'octobre à décembre, l'armée allemande de l'Alsace va descendre vers Belfort, qui va résister héroïquement avec le général d'Enfer Rochereau, qui restera un grand symbole jusqu'à la guerre de 14, pendant que les armées rentrées par Sedan et les armées rentrées par l'Alsace vont contourner Paris et faire leur jonction tout autour de Paris. Et déjà, donc, à ce moment-là, les Jurassiens voient refluer des Alsaciens, des Lorrains et des gens chassés par l'avancée de l'armée allemande qui refluent vers le sud et qui vont arriver dans le Jura. Puis la France essaye de se reprendre et reconstitue l'armée de la Loire, qui va dans un premier temps essayer de dégager Dijon, où se trouve Garibaldi, et qui est enfermé et qui résiste aux Allemands, et va réussir à dégager Dijon. Une courte victoire à Villers-Sexel, suivie quelques jours plus tard par la défaite d'Héricourt le 16 janvier. Et là encore,
tous les débris de l'armée française vont passer à travers le Jura pour essayer de gagner la Suisse. Ce qui empêchera l'armée allemande d'avancer, c'est la résistance du fort de Joux, qui est un fort planté au milieu d'une vallée, où 65 hommes, avec leurs canons braqués sur la vallée, vont tenir en échec pendant plusieurs jours l'armée allemande pour permettre à l'armée française de refluer. Et en effet, 87 000 hommes et 118 000 chevaux vont réussir à passer en Suisse. Et tout ce beau monde va passer par Moret et par l'école de montagne. Tout ça va laisser à Victor Bérard des souvenirs importants. Il va être obligé de quitter Moret avec sa famille et avec son petit frère Léon, âgé de quelques mois seulement. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'entre le cessez-le-feu et le traité de paix, l'armée allemande a évacué la plus grande partie de la France, sauf l'Est. Pourquoi ? Parce que, premièrement, ils y cherchent les débris de l'armée allemande, de l'armée française, et deuxièmement, ils veulent s'assurer une position, ils ne veulent pas retourner complètement en Allemagne. Et là, il va y avoir toute une série d'exactions des Prussiens qui vont exiger une taxe de 25 francs par personne, qui vont être extrêmement brutaux et qui vont laisser un souvenir terrible. Et je pense que cette période de l'occupation du Jura et de toute cette région par les Prussiens va laisser des souvenirs assez importants à Victor Bérard et explique une partie de sa crainte du danger allemand. Mais le Haut-Jura, c'est aussi des moments agréables pour Victor Bérard, notamment une maison au-dessus de Moret du Jura, en dehors justement de la faille de Moret, sur le plateau, à Longchaumois, où sa famille a une petite maison et où on se retrouve pour le dimanche et pour les vacances à aller cueillir les fraises, détourner les ruisseaux, courir après les vaches avec les amis. Et surtout, il va faire là la rencontre d'un instituteur qui emmenait les enfants systématiquement se promener en leur expliquant la botanique, la géologie, l'histoire. Et donc, Victor Bérard et ses amis parleront de l'université de Longchaumois. Il tourne aussi dans le Haut-Jura avec son oncle, le docteur Grand Clément, qui est le médecin de Moret, et qui l'emmène dans ses tournées de visite à domicile. Et là, il va découvrir l'intérieur des Jurassiens et la pénibilité de ces gens. Il disait qu'il avait voyagé avec les pieds enroulés dans la paille l'hiver pour avoir un peu moins froid avec le docteur Grand Clément. Et puis, il assiste aussi son père pour aller cueillir les fleurs médicinales dans tous les vallons, dans tous les chemins creux, pour alimenter la pharmacie familiale. Mais surtout, Victor Bérard est un pur produit de l'enseignement de Jules Ferry. Et donc, il va être repéré par l'inspecteur de l'enseignement primaire qui va lui obtenir une bourse pour aller au lycée de Lons-le-Saunier. Et là, ça va être une déchirure. Il va quitter le cocon familial pour se retrouver dans un établissement extrêmement dur, dirigé par un proviseur qu'il appellera toujours la sale bête, qu'il avait pris en grippe parce que Victor Bérard était un peu rétif à l'autorité, malgré des grandes facilités pour l'étude. Et notamment, on le privait de son retour le dimanche à Lons-le-Saunier, à Moret, dans sa famille, en l'enfermant dans les combles non chauffés pendant tout le dimanche, ce qui n'était pas extrêmement agréable. Et il en a gardé des souvenirs assez terribles. Il sort de ses études avec plusieurs prix de concours général et donc un premier prix de concours général. De là, il obtient encore une fois une bourse pour aller préparer l'école normale supérieure à Paris. Et il part avec son cousin Aimé Pro, qui était parti préparer l'école centrale. Et ils se tiennent le moral, les petits francs-comtois, se retrouvant dans la grande capitale, avec leur accent que tout le monde moque un peu. Et ils vont se tenir pour essayer de tenir le coup. Ils vont de temps en temps dans un restaurant franc-comtois où on entend parler comme au pays et où on peut manger de la fourme d'Ambert, où on peut manger du morbier et du comté, et pour se remonter un peu le moral. À son premier concours, il est recalé le premier, alors qu'il était ex aequo avec le dernier admis, sous prétexte qu'il était plus jeune et qu'il avait bien le temps pour revenir. Et donc, il est reçu à son deuxième concours à l'école normale supérieure. Et là, ça va commencer un grand éblouissement. Il va rencontrer énormément de gens. On le voit ici sur cette photo de promotion au centre de la photo. On voit ici Lucien R, qui va avoir une grande importance dans sa vie. On voit Jameau, Charles Andler et toute une série de gens qui vont beaucoup compter dans son existence. En effet, c'est là qu'il va rencontrer des gens qui vont compter tout au cours de sa vie. Donc Charles Andler, Paul Jameau, avec qui il aura une longue amitié, Lucien R, qui sera le bibliothécaire de l'école normale supérieure et qui aura une forte action de militant. Et puis il entre en contact avec les frères Reynac, Joseph, Salomon et Théodore Reynac, et c'est le début d'une longue collaboration.
Il va aussi rencontrer des personnalités importantes, Paul Vidal de Lablache, qui a compris après la défaite de 70 que les Allemands avaient une autre approche de la géographie et qui était intéressante et importante, et qui va faire les atlas d'histoire et de géographie, la géographie de la France qui était l'introduction à l'histoire de France de Lavis, et puis toutes les cartes Vidal-Lablache que nous avons tous vues dans nos lycées respectifs. Il va aussi être au contact d'Ernest Laviste parmi les enseignants, qui lui aussi était passionné par le système allemand universitaire et qui a fait beaucoup d'études sur l'histoire de l'Allemagne et qui va avoir une grosse influence sur Victor Bérard. Et puis Fernand Brunetière, qui fait de la critique littéraire et qui, même s'il n'était pas normalien, avait obtenu le titre de maître de conférence à l'ENS et qui va avoir une grande importance là aussi dans le sens critique littéraire de Victor Bérard. C'est pendant cette période qu'il va retrouver sa famille anglaise. En effet, si vous voulez, parmi les sœurs d'Émilie Chavin, l'une d'elles avait épousé un commerçant en diamants anglais qui venait dans le Jura chercher des pierres qu'on taillait dans le Jura. Et donc, elle avait épousé cet homme et elle était rentrée en Angleterre. Et donc, Victor Bérard va aller voir ses cousins germains anglais pendant les vacances. Il va y apprendre l'anglais, il en aura une bonne maîtrise, ce qui n'était pas extrêmement fréquent à l'époque. Et puis, grande joie, il est nommé à l'école française d'Athènes de 87 à 90. Et donc là, on le voit avec Paul Jameau sur le bâtiment, sur le grand escalier, dans Saturne. Et ça, c'est un dessin fait par Paul Jameau qui avait des talents artistiques, puisqu'il terminera conservateur de la peinture moderne au musée du Louvre, et qui avait fait un certain nombre de peintures aussi, et qu'il avait mis en contact avec le monde artistique. Au cours de son séjour à l'école d'Athènes, mais ça je ne me hasarderai pas trop à en parler, il travaille avec Fougère sur les fouilles de Thégée et Mantinet, avec, comme beaucoup d'archéologues de l'époque, l'obsession de reprendre les textes de Strabon et de Pausanias et de suivre les plans qui étaient extrêmement précis, mais ce qui était déjà une première preuve de la réalité des textes grecs par rapport à la réalité des lieux. Et donc ils vont découvrir comme ça un certain nombre d'éléments. Il va sortir de l'école d'Athènes avec sa thèse sur l'origine des cultes arcadiens et un certain nombre de théories sur la colonisation de la Grèce, et puis il commence son travail sur l'Odyssée. Sans vouloir, là je me hasarde dans un terrain miné pour moi, mais je pense que vous m'en voudrez pas trop. Les théories de la civilisation du 19e siècle étaient cette évolution vers l'ouest, avec un premier foyer en Égypte et en Perse, suivi d'un deuxième foyer en Grèce, puis à Rome, et l'Europe du 19e siècle se voyait l'héritière de cette mission de civilisation avec un grand C. Tout ça reposant sur des concepts de race plus ou moins purs, et on sait tous les dégâts qu'ont fait ces théories dans l'Allemagne hitlérienne ou l'Italie mussolinienne, et avec l'idée que c'était une race pure. Il y avait un courant de pensée pour défendre ça, et Victor Bérard, parmi d'autres, il n'est pas le seul à avoir défendu ça, disait qu'au contraire, la civilisation grecque était un mélange absolument incroyable de civilisation et de population, et ça se retrouvera aussi dans son action politique, où il insiste beaucoup sur justement le mélange de groupes et de groupes ethniques et de civilisations, avec donc un premier mouvement par les Thraces, puis les Échéens qui viennent un peu plus tard, en étant au contact des Phrygiens, puis l'arrivée des Doriens qui venaient de Russie centrale, et tout ça sans oublier l'existence des Phéniciens et juste à côté des Perses, c'est-à-dire que la civilisation grecque était un mélange, un creuset dans lequel se sont fondues toutes ces influences extrêmement diverses. C'était sa pensée profonde sur le sujet. Et puis dans un petit coin, il y avait l'Arcadie. Et l'Arcadie est un des premiers peuples organisés de la Grèce, qui est non dorien selon Hérodote, nommé dans l'Iliade et l'Odyssée, donc d'existence ancienne, mais là encore des gens en parleront sans doute beaucoup mieux que moi. Victor Bérard pensait que c'était les plus autochtones des Grecs, les plus anciens, qui d'ailleurs n'étaient pas exclusivement sur les côtes, mais occupaient aussi l'intérieur du pays, avec une véritable agriculture, et qu'ils vont assimiler progressivement tous ces courants successifs qui vont débarquer sur la Grèce. Et puis c'est aussi l'époque des premiers voyages méditerranéens où il parcourt les Balkans, la Turquie, l'Asie mineure,
Selon la tradition familiale aussi, la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Égypte, mais je n'ai pas de traces plus précises, mais c'était quelque chose qui était bien dit dans la famille. Et puis surtout, ça va être l'occasion des premiers contacts avec le sultan Abdulhamid II, qui a régné sur la Turquie et qui, après une première phase avec une tendance démocratique, est revenu à un système extrêmement autoritaire et extrêmement brutal, avec les massacres des populations non turques ou les déportations. C'est vrai qu'à l'époque, la Turquie était peuplée à 30% de non-turcs, entre les Arméniens, les Kurdes, les Assyro-Chaldéens, les Grecs qui habitaient la Turquie, et qu'actuellement cette population non-turque est inférieure à 1%, donc il s'est bien passé quelque chose. Et ce qui est certain, c'est que Victor Bérard va s'intéresser particulièrement aux Arméniens qu'il va rencontrer à Istanbul. Et il va parler des massacres arméniens extrêmement tôt, puisque le grand massacre arménien, c'est 1915, mais il y avait eu des antécédents en Anatolie, à Diyarbakır, puis à Istanbul, dans les années où Victor Bérard fréquentait ces régions. Et il va en tirer un de ses premiers livres politiques, La politique du sultan, qui va paraître dès 1897. J'ai essayé de reconstituer, j'avais fait une très jolie carte, mais elle n'a pas résisté, mais j'essaierai de vous la refaire pour vous donner l'itinéraire de ces voyages. Donc il fait 2 voyages en Turquie, en juin 89 et en juin 90, l'un avec Fougère, l'autre avec Collardo, et voilà la liste de ces étapes qui ont été... Bon, et ces voyages étaient de relativement courte durée. Puis en juillet et septembre, et donc pendant 2 mois avec le Grand, il va visiter toute l'Albanie, ce qu'on appelle la Macédoine à l'époque, et revenir. Et puis il y a un trou dans ce voyage et dans la vie de Victor Bérard que personne ne peut expliquer. Entre la fin de l'école d'Athènes et son arrivée à Paris, il y a un trou de 3 ou 4 mois où personne ne sait où il est allé. Et la tradition familiale dit que c'est à ce moment-là qu'il est allé en Syrie, au Liban, peut-être même jusqu'en Perse, en Égypte, et qu'il a visité le fond de la Méditerranée. Ce qui est certain, c'est que ces voyages en Turquie étaient favorisés à l'époque par l'école, et que, comme il était un peu difficile de se déplacer, les élèves de l'école française d'Athènes se déplaçaient dans les colonies grecques et allaient d'un grec à un autre grec, d'une ville à l'autre, accompagnés par plusieurs personnes, dont les noms-là sont Charalambos, Evgénis, Sotori et Manoli, qui étaient des employés grecs de l'école française d'Athènes et qui accompagnaient les jeunes Athéniens dans ces périples. Mais c'est certain que ces périples étaient un peu difficiles, qu'on voyageait un peu par tous les moyens, à cheval, à pied, en caïque, à la rame, tout ce qu'on voudra. Et que de temps en temps, ça faisait des surprises, puisque arrivé un peu tard dans une auberge, Victor Bérard s'est couché sur un bas-flanc entre les autres voyageurs et s'est réveillé le lendemain entre 2 lépreux. Ça lui permettra aussi d'attraper 2 fois le paludisme, et une fois on a commencé à le rapatrier en France parce qu'on le trouvait extrêmement mal, il avait des abcès extrêmement inquiétants, mais il en a guéri avec sans séquelles a priori. Et puis c'est le retour en France où va commencer cette triple carrière d'historien et géographe, d'homme politique, mais aussi de passionné de l'enseignement. Il va dans un premier temps s'installer dans une maison rue des Dragons, puis assez rapidement à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue Bonaparte, où il loue un appartement qu'il meuble avec des souvenirs qu'il a rapportés de ses voyages, dans un style un peu orientalisant. Sans doute que certains d'entre vous ici ont passé leur thèse à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Liard, qui était la salle des thèses de la Sorbonne, sous le portrait auguste de Richelieu, et dans cette salle extrêmement solennelle, dont les décors ont été peints par François Chaumel en 1899. Il se trouve que Victor Bérard connaissait François Chaumel par Paul Jameau, qui s'intéressait à l'histoire de l'art. Mais je pense que si vous avez passé votre thèse là, vous étiez trop préoccupé pour lever la tête et regarder le plafond. Et le plafond, en fait, représente le chercheur se présentant devant la vérité sous l'œil de la science et de l'histoire, peint par François Chaumel. Et vous voyez que celui qui figure le chercheur, c'est Victor Bérard. Et d'ailleurs, un portrait qui est une étude est resté dans la famille et est encore accroché dans mon couloir. Alors, je vais un peu séparer, c'est la partie politique, enfin, ces 3 chapitres de la vie de Victor Bérard, mais il est bien évident qu'ils sont complètement imbriqués.
L'affaire Dreyfus, on vous en reparlera amplement, a un écho tout à fait important à l'École normale supérieure, et Lucien Hère va être un des principaux artisans, et les frères Reynac aussi vont être des principaux artisans vont être les principaux Dreyfusards. Et donc le J'accuse d'Émile Zola paraît le 13 janvier 1898, et dès le 14, dans l'Aurore, on trouve une liste de signataires, parmi lesquels se trouvent Victor Bérard, Lucien Hère, Charles Andler, et vous voyez que Lucien Hère avait préparé une petite liste manuscrite des gens qu'il pensait pouvoir convoquer, et que sur cette liste figure Victor Bérard sous le nom de Charles Andler. En fait, une grande partie de son engagement politique vont tourner autour des alliances de 1914. En effet, en 1914, la triple alliance entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie fait une barrière au milieu de l'Europe, et le souci de beaucoup d'hommes politiques qui voient monter la puissance allemande est de faire un contre-pouvoir, et c'est comme ça qu'on fait le traité franco-russe de 1892 et qui devient la triple entente avec l'entente cordiale signée avec le Royaume-Uni. Dans cette histoire, l'Empire ottoman, qui était plutôt francophile, va basculer du côté allemand, avec l'influence importante de l'Allemagne, qui va notamment construire le Berlin-Bagdad-Bahn et qui va inonder l'Empire ottoman de produits allemands. Et c'est certain que dans cette histoire, Victor Bérard avait un certain nombre d'informations qui pouvaient intéresser les gens. Si on replace sur cette carte les livres politiques qu'il a publiés, vous voyez qu'il a encadré la situation de façon importante, avec toute une série de livres sur la triple alliance, aussi bien sur l'Allemagne, sur toutes les questions du Sud, et en fait tout ce qui concernait les événements de libération de l'Empire ottoman, enfin des peuples dominés par l'Empire ottoman, et de la même manière, il va aussi s'intéresser à l'Angleterre, à la paix française, à l'Empire russe, des choses plus curieuses comme les révoltes de l'Asie, où il prédisait la montée en puissance des peuples asiatiques, et où il avait plus ou moins prédit la défaite russe dans la guerre russo-japonaise. Il s'intéresse aussi aux affaires coloniales de la France, car c'était un anticolonialiste, ami de Lyautey, parce qu'en fait son beau-frère Max Leclerc connaissait Lyautey et va le mettre en contact avec lui. Et comme ça, il circulera dans tout le Maroc, soit en automitrailleuse, soit dans les trains militaires de Lyautey. Il va aussi aller en Tunisie, en Algérie, et il va s'intéresser aussi au Sahara avec un certain nombre de ses amis, mais avec une forte pensée anticolonialiste. D'abord parce que, comme beaucoup de gens de l'Est, il pensait qu'il valait mieux défendre les frontières de l'Est que les frontières de l'Afrique. Et deuxièmement, en pensant que c'était une aventure dans laquelle la France s'engageait, qui n'était sans doute pas bonne à long terme, mais il n'avait peut-être pas tout à fait tort en la matière. Surtout, il est un des inventeurs du terme d'impérialisme. En effet, en 1900, il décrit l'impérialisme d'État défini par l'omnipotence des banques et l'oligarchie financière qui s'oppose à la libre concurrence et à la démocratie. Il en parle à propos du système colonial anglais. Ce terme sera repris par John Hobson dans Impérialisme en 1902 et même par Lénine dans Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et donc il est cité par Lénine, qui bien sûr ne donne pas tout à fait la même définition de l'impérialisme que mon grand-père, mais il est sans doute un des inventeurs du mot impérialisme. Une autre chose qui va l'occuper, c'est les affaires de Crète. En effet, le pacte de Kalépa, en 1878, par ce pacte, le sultan, Abdulhamid II, dans sa première période où il était un peu plus démocrate, avait donné une relative autonomie à la Crète et donné une représentation aux populations grecques de la Crète. Et en 1889, Abdulhamid II, dans sa deuxième phase de sa vie, cette phase où il est devenu extrêmement autoritaire, rompt unilatéralement le pacte, ce qui aboutit à des affrontements intercommunautaires importants. La Grèce envoie son armée et sa marine, et les puissances de l'époque essayent de calmer le jeu, en sachant que derrière tout ça, il y a des enjeux importants, puisqu'il y a la domination de la Méditerranée, mais il y a aussi qu'il ne faut pas trop fâcher le sultan, parce qu'on ne voudrait pas qu'il
qui bascule trop du côté allemand, tout en essayant de libérer les peuples du joug turc, mais en sachant qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Enfin, tout ça est un équilibre extrêmement délicat. Et dans ce contexte, Victor Bérard est envoyé 2 mois en Crète. Je n'arrive pas à savoir, parce que les sources divergent sur le sujet, s'il est envoyé par la Revue de Paris ou par la Marine, puisqu'en effet, il va être enseignant pour la Marine. Au retour, il étudie beaucoup de documents diplomatiques et publie 4 articles. C'est certain que ça va être sans doute un des modèles des problématiques qu'il va envisager, aussi bien pour l'Arménie, pour la Macédoine, et dans toutes ces problématiques, on retrouve le même schéma fondamental. Pendant la guerre de 1914, il propose ses services à Poincaré, qui les refuse parce qu'il a soutenu PAM pour les précédentes élections, et Poincaré ne lui pardonne pas. Et donc, on le prévient dès 1914 qu'il fait partie de la liste noire des Allemands, comme ayant écrit trop de choses contre les Turcs. Et on lui dit que si Paris est pris, il sera un des premiers arrêtés et sa maison une des premières visitées. C'est pourquoi il brûle ses archives. Il reste à Paris, mais envoie sa famille à Lyon, chez son frère. En 1918 aussi, on pense Paris menacé à la fin de la guerre. Et là encore, Victor Bérard renvoie ses enfants à Luchon pour les mettre à l'abri. Il part quelques jours en Espagne pour convaincre un de ses amis, Cambo, qui était ministre de l'Instruction du roi d'Espagne, de rester neutre dans le bloc, car les Allemands essayaient de le faire basculer, mais il revient rapidement à Paris. Alors je vais vous parler d'un aspect un peu plus intime que par définition vous ne pouvez pas connaître. Donc Armand Collin était d'extraction modeste et commis voyageur pour Delagrave. Puis en 1869, commençant à sentir l'apparition de l'instruction publique et le besoin de livres scolaires, et connaissant par son métier beaucoup d'inspecteurs, de professeurs et de gens du métier, il décide de monter sa propre maison de librairie et achète un énorme stock de papier. En 1870, il est mobilisé et il revient en 1871, relativement pauvre, sans grand-chose, mais avec un stock de papier. Et comme les matières premières ont énormément augmenté, il revend ce stock de papier et a le coup de génie de faire écrire par les gens qu'il connaissait professionnellement des livres pour l'école dont il existe et dont il édite suffisamment d'exemplaires pour inonder les inspecteurs de l'enseignement primaire. Il n'a pas un exemplaire de plus, mais comme il est le seul sur le marché, il remporte le marché et deviendra le grand éditeur que vous connaissez. Mais c'est un homme assez rude, pas extrêmement sympathique. Et donc il a 2 filles. Il n'a pas de fils pour reprendre la maison qu'il a créée. Il a fait une énorme fortune. Il a un hôtel rue de Lille, puis ensuite un immense appartement boulevard Saint-Germain. Il loue une loge à l'Opéra à l'année. Il a 2 attelages. Il a une grande maison à Saint-Valery-en-Caux. Et donc il vit sur un grand pied, mais il n'a pas de fils pour reprendre sa maison. Et il compte sur ses gendres pour reprendre la maison. Et en fait, Victor Bérard est le témoin de mariage de la fille cadette d'Armand Collin avec un de ses amis de Cagnes qui était Max Leclerc. Et c'est là qu'il rencontre sa femme, Alice Bérard. Et Armand Collin avait mis énormément d'espoir dans sa fille Alice, à tel point qu'il lui avait fait passer le baccalauréat, ce qui n'était pas courant à l'époque, qu'elle parlait couramment l'anglais et l'allemand, qu'elle avait pris des cours de dessin, de musique, que c'était quelqu'un d'assez évolué, et dans la bonne bourgeoisie française, on n'allait souvent pas aussi loin que ça. Et donc, quelques mois après l'avoir rencontré, Victor Bérard va rencontrer Armand Collin pour lui demander la main de sa fille. À quoi Armand Collin, ce self-made man, si on peut dire, mais mécontent du profil de Victor Bérard qui le trouvait trop loin, lui répond « Jeune homme, vous aurez la main de ma fille lorsque vous aurez de quoi lui offrir 2 domestiques et une cuisinière. » Donc, avec un salaire d'agrégé, vous imaginez que ce n'était pas extrêmement facile. Et donc, pendant 5 ans, ils vont continuer à se voir chez des amis communs, à se rencontrer dans des endroits. Et au bout de 5 ans, Armand Collin, qui commençait à être malade, convoque Victor Bérard et Alice Collin en disant « Vous voulez toujours vous marier ? Très bien, eh bien, écoutez, mariez-vous, mais ma maison d'édition n'ira pas à ce petit agrégé de province. » Et donc, il a déshérité Alice Collin. C'est pourquoi je ne suis pas héritier de la librairie Armand Collin. Donc cette famille va être un havre de paix pour Victor Bérard, et en effet, ils vont avoir 3 enfants, Pauline, Armand et Jean, mon père.
Pour loger cette grande famille, il achète une maison au sud de Paris. Sur ce tableau peint par Victor Navelette et qui est au musée d'Orsay en 1855, à partir d'une vue de ballon qui avait été prise par un ballon captif au parc Montsouris à Paris, on voit le sud de Paris et si on grossit cette partie, on reconnaît très bien le Luxembourg, les jardins du Luxembourg, l'Observatoire, l'avenue d'Enfer-Rochereau, la place d'Enfer-Rochereau, la barrière d'Enfer dans l'enceinte des fermiers généraux. Et Victor Bérard va acheter une petite maison en retrait de l'avenue d'Enfer-Rochereau, une petite maison dans un grand terrain triangulaire, mitoyen de l'Observatoire, absolument nu, sans aucun arbre, parce qu'en fait il a été entièrement transformé en potager à l'époque. Tout le monde lui dit, personne ne peut aller vous voir aussi loin de Paris. Vous vous rendez compte, il n'y a même pas le tramway, ça n'est pas possible d'aller dans un endroit pareil. On ne peut pas venir dîner chez vous, ni même déjeuner. En tout cas, c'est un havre de paix. Par-dessus le mur, on voit... alors j'avais des photos, mais à cause d'un problème d'ordinateur, j'ai eu un bug, et donc c'est pour ça que j'ai mis ces tableaux qui ont été peints par un ami de la famille. Donc par-dessus le mur, on voit les bâtiments de l'Observatoire. On voit aussi ici la maison de chasse où Henri IV et Louis XIII venaient chasser le loup au diable au Vauvert. Et puis on voit c'est la grande allée du jardin avec le Panthéon dans l'axe. Et Victor Bérard va faire ce jardin avec ses enfants. Mon père et mon oncle se rappelaient d'avoir passé des dimanches à ramasser les feuilles, tailler les branches et planter les choses. Et il va en faire un jardin méditerranéen. Vous voyez que pour Paris, il y avait un cyprès, il y avait 2 figuiers, des arbres de Judée, toute une série, un désif, toute une série d'espèces méditerranéennes qu'il va acclimater à Paris. Et puis, comme cette maison était un ancien couvent d'eudistes, il y avait cette petite chapelle curieuse dans le jardin, avec tous ces beaux arbres, ce grand marronnier rose. Et comme c'était entouré d'autres jardins, ceux de l'Observatoire et ceux de congrégations religieuses à côté, c'était un havre de verdure et de tranquillité. Donc ce jardin va être le siège de la famille. Voilà la mère de Victor Bérard, la femme de Victor Bérard en train de jouer avec le chien. En effet, la démolition de l'hôpital Cochin a fait sortir des myriades de rats des caves de l'hôpital Cochin. Les chats ont peur tellement ils sont gros, et il n'y avait que ce chien qui arrivait à leur briser les reins d'un coup de dent. Voilà l'entrée de la maison au 75 avenue d'Enfer-Rochereau qui avait aussi appartenu à un roulier des diligences de Paris-Orléans qui bien sûr avait été ruiné vers la fin du 19e siècle par l'arrivée du chemin de fer. Et donc cette maison était en fait le départ des diligences pour Orléans. Et là on peut voir Victor Bérard dans son jardin avec ses enfants dans cet endroit qui sera un des endroits les plus importants de sa vie. Alors on ne pouvait pas venir le voir le soir, et d'ailleurs Victor Bérard ne faisait pas de vie publique le soir, il allait se coucher tôt pour pouvoir se lever à 4 heures du matin. Mais par contre le dimanche après-midi, à partir de 15h ou 16h, sa maison était ouverte à tous ses amis, et dans le salon ou dans le jardin, on retrouvait toute une série d'enseignants, Émile Gautier avec lequel il a beaucoup travaillé sur la Sahara et sur la colonisation du Sahara, Georges Collomb, professeur de botanique à la Sorbonne, mais plus connu sous le nom de Christophe et auteur du sapeur camembert, du savant Cosinus et de la famille Fenouillard, Seignobos, Albert Sylvie-Baudet, Paul Jameau, mais aussi tous les marins qu'il avait rencontrés dans sa fonction de professeur à l'école de marine. Et ce sont parmi eux pour beaucoup d'entre eux, ce sont les derniers commandants de la marine à voile. Et dans la théorie de Victor Bérard sur l'Odyssée, ça va être très important pour la compréhension des dérives, des vents, des courants de la Méditerranée, et comprendre comment tout ça peut interférer dans la dérive d'Ulysse. Puis un certain nombre d'hommes politiques, Delcassé, avec qui il a négocié l'entente cordiale, parce que sa connaissance de l'anglais lui avait permis d'intervenir dans le sujet, Poincaré, jusqu'à ce qui se brouille, Clémenceau, D'Annunzio, Lyautey, Wickham Steed, qui était correspondant du Times, et peut-être un peu plus, et certains ont dit qu'il avait un rôle un peu de représentant de l'intelligence service, le général Speer, Venizelos, lorsqu'il était foutu à la porte de la Grèce et qui venait séjourner à Paris, Pierre Ier de Serbie avant qu'il devienne roi, Gregor Jakšić, que les enfants appelaient oncle Grigo, pour vous dire que c'était un intime,
et qui a eu une certaine importance en Serbie, notamment pendant la guerre de 14-18, Paul Cambon, et puis des écrivains, des Jurassiens, des Arméniens, des Grecs, des Macédoniens qui vivaient ou passaient par Paris. Et il y avait même dans la maison une pièce que j'ai connue et qu'on appelait le Salon des Arméniens. Et cette pièce servait à loger et à recevoir les Arméniens, mais les autres aussi, qui étaient de passage à Paris et qui avaient besoin de trouver une chambre. Et donc j'ai joué enfant dans le Salon des Arméniens. Et donc, il va développer sa carrière d'historien et de géographe en étant d'abord secrétaire de l'École normale supérieure, puis examinateur d'entrée à l'École navale, professeur de géographie à l'École supérieure de marine. Il va rentrer aux hautes études, puis devenir professeur à la Sorbonne. Alors bien sûr, il y a toute la partie de sa carrière que beaucoup de gens ici connaissent mieux que moi, sur les poèmes homériques, en sachant que c'est une vieille histoire, que déjà les anciens se posaient la question de savoir si c'était un conte épique ou une vérité maritime, sur quoi ça reposait, d'où venaient les origines de tout ça. Et beaucoup de gens en avaient parlé en se posant la question comment un texte qui était censé se passer 13 siècles avant Jésus-Christ avait pu être transmis de façon orale pendant 6 siècles sans trop d'erreurs, donc tout le monde pensait qu'il y avait eu des dérives. Mais l'histoire de Victor Bérard se place dans la suite d'Henri Schliemann, qui était arrivé quelques années avant lui en Grèce. Henri Schliemann est un curieux personnage, je ne vais pas vous faire son histoire, mais qui avait fait fortune dans l'épicerie, dans la conquête en Alaska, en vendant de l'épicerie aux chercheurs d'or, et ensuite en fournissant l'armée russe dans la guerre de Crimée. Fortune faite vers 50 ans, il se retire des affaires et se consacre à sa passion, l'archéologie, et avec l'Iliade, il cherche les endroits décrits, avec l'Iliade et l'Odyssée, il cherche les endroits décrits par Homère, en étant persuadé qu'ils correspondent à des lieux réels. Et c'est vrai qu'en cherchant en Turquie, une butte qui contenait 2 sources, une source chaude, une source froide, dont on puisse faire le tour dont on puisse faire le tour avec son char entraînant le cadavre d'Achille, et qui soit suffisamment près de la côte pour que les Achéens puissent dormir sur leur bateau, aller faire le siège de Troie le matin et rentrer le soir sur leur bateau. Il finit par identifier la colline d'Issarlik, où il trouve Troie et ce qu'il pense être le trésor de Priam, mais qui n'est sans doute pas ça. Puis il découvre aussi Mycène, il fait aussi des fouilles à Ithaque. Et donc c'est dans ce courant-là que Victor Bérard arrive, et c'est comme ça qu'il va s'orienter vers l'authentification des lieux décrits par l'Odyssée, en faisant d'abord une reconstitution du texte et une traduction qui, comme vous l'a dit Alexandre Farnoux, a été contestée, discutée, mais je pense que le principe de toute idée scientifique ou de tout débat scientifique, c'est qu'il puisse y avoir de la contestation, et Victor Bérard l'avait bien accepté. D'ailleurs, Salomon Reynac était un de ses principaux contestataires, et ça ne l'empêchait pas d'être un de ses meilleurs amis. Et il va développer ça au cours de toute une série de publications. Et il va arriver finalement au livre que tout le monde connaît, Dans le sillage d'Ulysse, l'album odysséen, où il va reconstituer par des photos tous ces trajets. Donc j'ai figuré ici le trajet tel que l'avait pensé Victor Bérard. Et en fait, vous voyez qu'avant le voyage de 1912, il avait fait toute une série de voyages dans les principaux endroits dont il parlait. Et en fait, le voyage de 1912 avec Fred Boissonnas est une deuxième visite, mais ce n'était pas un premier abord des choses. Fred Boissonnas est un photographe genevois qui a publié plusieurs livres de photographie sur les Alpes et un premier livre sur la Grèce. Et en fait, ils se rencontrent, ils s'apprécient, ils resteront amis de façon importante. Et Victor Bérard obtient une bourse de la Société de géographie pour organiser ce voyage, qui va se dérouler en plusieurs étapes, certaines en bateau à voile, l'Olive, mais d'autres sur des bateaux de ligne, en chemin de fer. Enfin, il fait venir aussi une part de sa famille, et tout ça va se dérouler pendant l'année 1912.
Ils vont rapporter toutes les photos que tout le monde connaît dans le sillage d'Ulysse pour illustrer toutes les phases de ce voyage. Mais ils vont, toujours dans la tradition du géographe et de l'historien, faire une véritable œuvre de géographe et d'ethnologue en observant les peuples de la Méditerranée. Et on voit ici Victor Bérard avec un chien qu'ils avaient rencontré, mais tous les gens qu'ils ont rencontrés sur leur passage, ils vont les photographier et prendre donc du bon temps, mais en regardant attentivement les peuples de la Méditerranée qui n'avaient sans doute pas beaucoup changé depuis une vingtaine de siècles, le monde de la marine aussi, et toutes les populations de la région méditerranéenne. Ils vont même rapporter des plaques colorisées, et voilà la version colorisée de la grotte du Cyclope, avec un grand feu qu'ils avaient allumé pour que ce soit plus illustratif. Voici la vue du pays des lotophages, l'île de Djerba selon eux, colorisée aussi. Ces plaques photographiques sont restées dans la famille pendant très longtemps. Il y en avait 1200 et ça pesait 800 kilos. Et puis au cours d'un déménagement, ces plaques ont été perdues, égarées, volées, prises, on ne sait pas. En tout cas, on ne les a pas retrouvées. Est-ce qu'elles ont été mises à la poubelle par erreur par les gens qui faisaient le déménagement qui n'ont pas compris? Est-ce qu'elles ont été volées, vendues? Je n'en sais rien. Je n'en ai plus la trace. Ce qui est certain, c'est que j'ai fait un site internet en disant que si quelqu'un en entendait parler, je serais heureux même de les racheter et de les offrir à l'école d'Athènes, pourquoi pas. Mais il faudrait qu'on sache où elles sont, si quelqu'un par hasard retrouve leurs traces. Alors il en existe quelques exemplaires, il existe quelques photos qui sont à la Fondation hellénique à Paris. Il y a, je crois, aussi un dépôt au musée de Salonique. Et il y a donc quelques dépôts comme ça de ces photos, mais sûrement pas les 1200 photos qui sont un document ethnographique sur la Méditerranée en 1900, qui était sans doute un élément extraordinaire. Donc cet homme politique et cet helléniste s'est beaucoup promené dans le monde méditerranéen. Un certain nombre de gens ont fait remarquer que, curieusement, il se trouvait à des endroits où il se passait souvent quelque chose de politique et que, sous prétexte d'aller relever des inscriptions, il passait un peu près des citadelles, enfin des places militaires turques, jusqu'à ce voyage de 1912 où, curieusement, avec Boissonnas, il débarque entre les troupes grecques et les troupes turques vers Salonique, à un moment où ça chauffe un peu, et où le gouvernement turc fait savoir au gouvernement de Paris que Victor Bérard pourrait bien rembarquer qu'il n'a pas grand-chose à foutre par là, donc c'est pour ça qu'il manque une première étape dans le voyage de Boissonnas, qui est le pays des Kykonès. Et donc, c'est à cette occasion que vous voyez, il fait quelques photos avec Boissonnas de l'armée grecque avec les problèmes de ces camions qui ont un peu de mal à se déplacer dans la région. Alors, est-ce qu'il a été purement un homme politique? Est-ce qu'il a joué un rôle de monsieur Moyen-Orient des différents gouvernements français? C'est vrai que sa connaissance du pays, sa connaissance des gens, son carnet d'adresses lui permettait d'avoir un rôle. Est-ce que ce rôle a été gratuit ou non? Est-ce qu'il a touché de l'argent? Ça a été émis par un certain nombre de gens. Au niveau familial, je n'en ai pas la preuve. Il est mort en laissant derrière lui ce qui était le patrimoine d'un honnête agrégé de son époque, ni plus ni moins. La maison qu'il avait achetée, si vous voulez, à l'époque, comme je vous l'ai dit, était considérée comme en grande banlieue et n'avait pas beaucoup d'intérêt. En plus, elle était en très mauvais état. Il n'avait même pas l'argent pour la faire réparer. Donc, pendant plusieurs années, il y a eu des fuites dans le toit et certaines parties de la maison n'étaient pas habitables. Donc il n'a pas laissé derrière lui une grande fortune. De la même manière, je ne suis pas héritier d'Armand Collin, je n'ai pas de compte en Suisse comme M. Cahuzac, il ne m'a pas laissé de portefeuille d'actions. Donc je ne pense pas qu'il ait fait une grande fortune. Il a bien vécu de ses publications. Il y a eu 26 rééditions de l'Odyssée. Enfin, donc il a eu un certain succès, mais sans plus que ça. Et puis il y a une chose qui est moins connue, c'est son intérêt pour l'enseignement. En effet, il va s'intéresser très tôt à l'enseignement et à l'enseignement technique, parce qu'il vient d'un pays du Jura où on sait ce que c'est que la belle ouvrage, la belle mécanique, l'horlogerie, la lunetterie.
Et c'est vrai que curieusement, pour un helléniste, Victor Bérard pensait que l'enseignement du grec et du latin était un fossile qui n'est plus de ce monde et qu'il était tout à fait important que les gens qui allaient faire de l'histoire l'apprennent, mais que pour en faire un ingénieur ou un médecin, ce n'était pas nécessaire. Et donc, il va s'intéresser aussi à l'enseignement technique, et jusqu'au XIXe siècle, il y avait des écoles d'apprentissage dans la marine, dans l'armée et les compagnies de chemin de fer, mais il n'y avait pas un véritable enseignement technique. Victor Duruy va créer l'enseignement spécial jusqu'à la troisième, sans grec et sans latin. Puis Jules Ferry va créer le baccalauréat spécial, qui permet d'accéder aux écoles d'ingénieurs, mais pas à l'université. Et la commission Ribot, en 1899, à laquelle va participer activement Victor Bérard, va organiser l'enseignement moderne jusqu'à la première supérieure et jusqu'au baccalauréat moderne qui donnera accès aux universités non littéraires, mais on pourra faire sa médecine, ses études de biologie, etc., avec ce baccalauréat. Du point de vue de l'enseignement purement technique, il y avait des écoles pratiques de commerce et d'industrie, mais qui dépendaient du ministère du Commerce, et c'est dans ce cadre-là qu'une première école avait été créée à Morée en 1895. Puis la profession s'organise, on crée les CAP en 1912, et en 1920, enfin, l'enseignement technique dépend de l'éducation nationale et est alimenté par la taxe d'apprentissage. Et comme président de la commission de l'enseignement du Sénat, entre 1923 et 1931, il va premièrement s'insurger contre le surmenage des élèves, deuxièmement proposer qu'on utilise le cinéma dans l'enseignement pour montrer des choses aux enfants, et il va se faire créer le lycée technique de Morez, de lunetterie et de micromécanique, qu'il ne verra pas puisqu'il va mourir avant qu'il soit complètement réalisé. Il va ouvrir en 1933. Quand il meurt, il laisse beaucoup de choses inachevées, notamment l'album Odysséen, mais aussi un certain nombre de publications. Et donc c'est son fils Jean Bérard qui va s'atteler à la tâche de reprendre la publication des textes de son père, aidé en cela par son secrétaire Langoumier, qui va l'aider à trouver dans les documents et les papiers ce qu'il fallait. Il va mourir en quelques mois de ce qu'on avait appelé à l'époque un cancer de l'estomac, sans que l'on sache très bien de quoi il s'agissait. Voilà, j'espère vous avoir donné une petite idée de ce personnage attachant qui était connu pour sa voix forte, son rire puissant, sa jovialité, mais aussi ses idées déterminées qui lui avaient valu un certain nombre d'ennemis cordiaux mais fermes, et qui était en tout cas un homme de conviction et qui, je pense, avait des choses intéressantes et s'est battu pour un certain nombre d'idées. Merci de votre attention.